Un bébé qui pleure beaucoup, qui n'est pas apaisé par son repas, qui semble souffrir au moment de la digestion. Ces symptômes peuvent révéler une allergie aux protéines de lait de vache, principale cause d'allergie chez les moins de 3 ans. Elle toucherait 3% des jeunes enfants. Symptômes, diagnostic, traitement. Pour répondre à vos nombreuses questions sur l'allergie aux protéines de lait de vache, appelée aussi APLV, nous sommes ravis donc de recevoir le professeur Christophe Dupont. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes pédiatre spécialisé en gastro-entérologie et en allergie alimentaire à la clinique Marcel Samba à Boulogne-Billancourt. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. À vos côtés, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes la maman de Côme qui a 7 mois. Son allergie aux protéines de lait de vache a été diagnostiquée il y a 2 mois. Après, on peut le dire, une véritable errance médicale. Vous avez vraiment galéré. Quels étaient à la base les symptômes de Côme et quand est-ce que ça a commencé ? Alors ça a commencé vraiment très très rapidement après l'accouchement. Côme était vraiment un bébé qui pleurait énormément, tout le temps. Un bébé aussi impossible à poser, donc constamment dans les bras, tourné autour de la table de la salle à manger. Il se réveillait la nuit aussi ? Il se réveillait la nuit toutes les 20 minutes. Donc j'ai vraiment su ce que c'était de ne pas faire ses nuits. Un bébé toutes les 20 minutes, un bébé qui se tortillait énormément également. Et surtout, j'avais commencé l'allaitement et c'était très très compliqué de l'allaiter puisqu'il était tout le temps en train de se jeter en arrière, tout le temps en hyperextension. Et puis à chaque fois, il régurgitait. Pas nécessairement après chaque tétée, mais assez régulièrement à 2 heures du biberon, beaucoup de hoquets aussi. Donc beaucoup de symptômes d'inconfort, beaucoup de déchirement de la maman, j'imagine. Que vous disiez votre pédiatre alors à l'époque ? Justement, c'est là où ça a été un peu compliqué puisque les réponses que je recevais, c'était que un bébé ça pleure, que c'était normal. Qu'il y avait aussi un phénomène de colique au début. Donc, il y a eu beaucoup peut-être d'incompréhension au début. Puis après, c'était Vous sentiez qu'il y avait... Pourtant, vous disiez, mais moi, je sens qu'il y a un problème. Ouais, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'il y avait effectivement les pleurs, mais c'était pas forcément des pleurs que je considérais comme normaux. Donc, du coup, dans un premier temps, le pédiatre a soupçonné un problème de frein de langue. Peut-être que le frein de langue était trop court et du coup, ça entraînait des difficultés pour le petit à téter. Donc on a fait une frénectomie. Néanmoins, ça n'a pas résolu le problème puisque en plus, il ne grossissait pas nécessairement comme il le devait. Donc le pédiatre m'a conseillé de passer au biberon. Et là, ça a été la valse de tous les laits à tester. Je pense que j'ai testé toutes les marques du marché, tous les épaississants du marché également pour essayer de trouver exactement. Pour essayer de trouver le lait qui lui convenait. Et en plus, ça a dû être un déchirement quand même. Vous vouliez l'allaiter, donc ça a dû être difficile. Ça a été vraiment ça a été pour le coup vraiment un chagrin de se dire que malheureusement on n'a pas réussi l'allaitement. La culpabilité aussi qui peut aller derrière. Moi, je l'ai allaité pendant 2 mois, mais je m'étais imaginé l'allaiter pendant beaucoup plus de temps. Et voilà, cette véritable errance de trouver le bon lait. Du coup, vous avez changé de pédiatre ? Oui, on a changé de pédiatre et on est allé voir une gastropédiatre qui, elle, dès le départ, a posé, soupçonné une allergie aux protéines de lait de vache. Bon, vous avez fait aussi de la kiné, vous avez vu des ostéopathes. Professeur Dupont, comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce d'errance médicale ? Il y a beaucoup de mamans qui ont témoigné en disant, voilà, nous, ça a mis un temps de dingue à être diagnostiqué. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps ? Alors, le problème, c'est que vous avez des allergies qui sont très facilement diagnosticables, celles qu'on appelle les IgE dépendantes, qui dépendent des anticorps de l'allergie qu'on appelle les IgE, immunoglobuline E. Et le cas typique dans ces cas-là, c'est une maman qui allaite son enfant, tout va bien, et puis quand elle lui donne un biberon, comme vous avez donné, un biberon de lait de vache, d'un seul coup, l'enfant vomit, et dans ces conditions, le diagnostic est facile à faire. Mais dans 90% des cas, c'est ce qu'on appelle une allergie non IgE médiée, c'est-à-dire que les dosages d'anticorps, vous ne les trouvez pas. Enfin, ils sont négatifs. Les tests cutanés qu'on fait sur la peau, ils sont négatifs également. Et pourtant, l'enfant est allergique aux protéines du lait de vache sous une forme qu'on appelle retardée. C'est-à-dire que les symptômes ne viennent pas immédiatement, mais ils viennent au bout d'un certain temps. Et donc, c'est difficile de faire la relation entre la consommation de lait de vache qui est continue et des vomissements qui, eux aussi, sont continus, une diarrhée qui est continue, etc., etc. Donc, il faut s'attacher à ces symptômes, s'attacher particulièrement au fait que l'enfant ne prend pas beaucoup de poids, parce que dans ces cas-là, il ne prend pas beaucoup de poids, qu'il a un reflux,
Et souvent également, il a de l'eczéma et quand vous avez cette association reflux, eczéma et mauvaise prise de poids, dans la plupart des cas, c'est une allergie qui est en général, encore une fois, non IgE-dépendante. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut être allergique aux protéines de lait de vache si un bébé est allaité? Parce que ça passe dans le lait maternel, justement. Absolument. Quand vous consommez un aliment, quel qu'il soit, il est digéré dans une grande partie, à peu près 98%, puis vous avez, ce sont des chiffres, des traces, voilà, 2% qui passent de façon intacte et qu'on retrouve dans le lait. Si vous avez mangé de l'œuf ce matin, on va vous faire un prélèvement, il y a des traces d'ovalbumine à l'intérieur. Et tout ça, ça passe dans le lait maternel. Et si l'enfant est très allergique, il va réagir à ces traces qui sont présentes à l'intérieur du lait maternel. Alors, professeur, on reçoit beaucoup de questions pour vous. On a notamment celle-ci d'Anne-Catherine, question en vidéo, regardez. Bonjour, j'aurais souhaité savoir quelle était la différence entre une allergie et une intolérance aux protéines de lait de vache et savoir comment diagnostiquer l'une et l'autre. Merci. On peut parler d'intolérance aux protéines de lait de vache? Alors l'intolérance, c'est un terme ancien. Autrefois, quand l'allergie n'existait pas ou qu'on ne la connaissait pas très bien, tout le monde parlait d'intolérance. Et puis après ça, la connaissance de l'allergie s'est développée. Et souvent, les gens disent allergie quand ce sont des symptômes un peu sévères et intolérance quand c'est un peu mineur. En fait, tout le monde s'est mis d'accord. Il y a des groupes de travail internationaux qui sont mis d'accord pour dire que quand il s'agit d'une manifestation immunologique, on parle d'allergie. Donc l'allergie, elle est sévère ou moins sévère, mais c'est toujours une allergie. L'intolérance, ça correspond à des phénomènes qui sont non immunologiques, comme l'intolérance au lactose. Il y a beaucoup de gens adultes ou des grands enfants qui ne tolèrent pas le sucre du lait. Et donc, il suffit de réduire un peu le sucre du lait pour que les symptômes disparaissent. On n'est pas obligé d'enlever totalement de l'alimentation. On peut juste réduire. Voilà, on réduit simplement la quantité de lactose. Mais c'est pour l'intolérance au lactose. Tandis que quand c'est une allergie aux protéines de lait de vache, il faut supprimer les allergènes. Hélène, quels ont été les tests qui ont été faits sur Côme alors pour diagnostiquer? Pour le coup, nous, on n'a pas fait de test puisque la gastropédiatre nous avait expliqué que à l'âge de Côme, donc il avait 4 mois à l'époque, c'était pas nécessairement significatif et du coup elle préférait fonctionner de façon empirique. Et dès lors qu'on a effectivement changé de lait, qu'on est passé sur un lait d'acide aminé, tout a été beaucoup mieux. Benjamin, vous avez une question? Oui, j'en ai beaucoup même. Excusez-moi. Il y a Roman qui vous demande quel est le protocole de réintroduction aux protéines de lait de vache que proposent les médecins. Alors l'allergie aux protéines de lait de vache, c'est quelque chose qui est plutôt dans la première partie de la vie et qui va avoir tendance à disparaître après. Quand c'est une allergie qui est IgE médiée, en général, c'est plus durable et ça guérit vers l'âge de 2 ans, 3 ans. Quand c'est une allergie non IgE médiée, la plus fréquente, celle probablement qu'a votre enfant, dans ces cas-là, ça guérit vers l'âge de 9 mois, 1 an. Donc vers l'âge de 9 mois, 1 an, on fait une proposition de réintroduction progressive des protéines du lait de vache. En général, on le fait après avoir fait justement ces tests que vous n'avez pas fait. Oui. C'est-à-dire dosage des IgE ou test cutané avec l'allergologue pour savoir si oui ou non c'est une allergie IgE médiée ou non IgE médiée. Si c'est IgE médiée, la réintroduction du lait est potentiellement dangereuse, on fait ça à l'hôpital. Si c'est non IgE médié, a priori, ça se passera bien progressivement à la maison. Nouvelle question, vidéo, cette fois de Lucille. Bonjour, mon fils de 3 ans a été intolérant au lactose. Jusqu'à ces 3 ans, là, on réintroduit petit à petit et a priori, ça a l'air de se tasser. Je suis enceinte du 2e enfant. Je voulais savoir si le 2e enfant risquait lui aussi d'être intolérant au lactose, s'il y avait une prédisposition ou pas. Merci. Alors, l'intolérance au lactose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une intolérance qui est chez le grand enfant et chez l'adulte. Il y a souvent une ambiguïté sur l'intolérance au lactose parce que le lactose est présent dans toute l'alimentation, même dans les charcuteries, on en parlait tout à l'heure, comme conservateur. Et le lactose de qualité alimentaire, il n'est pas totalement purifié. Donc, un enfant qui ne supporte pas le lait ou qui a priori est au régime, s'il se met à consommer un jambon, par exemple, qui a du lactose à l'intérieur, il va réagir. On va lire l'étiquette, on va dire c'est du lactose et on va parler d'intolérance au lactose. Alors qu'en fait, c'est une vraie allergie aux protéines du lait de vache avec ces protéines qui contaminent le lactose. Donc cet enfant, il était allergique au lait et le suivant, son risque d'être allergique au lait. Est-ce qu'il y a une prédisposition alors? Il y a une prédisposition en général familiale. Quand le père ou la mère sont allergiques, le risque est d'à peu près 40%. S'il y a un enfant qui est allergique, ça monte au-dessus de 50%. Ah oui, donc c'est énorme. Ouais. Alors comment se passent les repas d'un bébé allergique aux protéines de lait de vache? Pour le savoir, Mathieu Abbas, qui a rencontré les parents d'Éléonore qui a 10 mois et qui est en plus en pleine diversification alimentaire. Et évidemment, ça complique la donne pour les parents. À la voir comme ça, difficile d'imaginer qu'Éléonore est allergique au lait.
Pourtant, sa tétine en a vu défiler de toutes sortes. On avait remarqué qu'elle avait des petits symptômes de gaz douloureux, des petites plaques de boutons aussi, donc du coup on s'est demandé ce que c'était. Devant cette réaction, nouvelle tentative avec une formule végétale. C'est un lait qui est relativement épais, odorant, qui n'a pas un très bon goût pour l'avoir nous-mêmes goûté. Et effectivement, Éléonore a refusé catégoriquement ce lait-là. Finalement, la pédiatre propose un lait adapté à l'allergie d'Éléonore aux protéines de lait de vache. Ça a été assez fulgurant en une semaine. Plus de gaz ni douloureux ni odorant, les boutons qui disparaissent et puis elle prenait plaisir à prendre son biberon alors qu'avant elle pleurait, quoi. Diversification alimentaire oblige, la traque aux protéines de lait de vache ne s'arrête pas au biberon. Les PLV sont partout, y compris au rayon des plats préparés. Là, il y a du lait finalement dans cette recette et j'ai découvert en allant en magasin qu'il y avait certaines recettes pour les plus de 8 mois qui du coup ont ces petits ingrédients à base de lait, donc type beurre, crème et lait. Donc ce qui est un peu normal puisque on doit habituer effectivement le bébé à avoir de la matière grasse, sauf que moi c'est des choses qu'elle ne peut pas prendre. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Les parents d'Éléonore ont donc dû trouver des parades pour satisfaire les besoins en matière grasse de leur petite fille. Au lieu de mettre du beurre par exemple dans les purées, nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise toutes les huiles végétales qui peuvent exister sur le marché. Donc huile d'olive, huile de pépins de raisin, voilà, on varie un peu pour qu'elle ait différents goûts et différentes textures dans ces purées. Fromage au lait de brebis, yaourt au lait de soja, les alternatives ne manquent pas. Mais l'allergie d'Éléonore peut aussi disparaître avec la réintroduction progressive de lait de vache pour ses 1 an. Ça nous permettra, nous à terme, de savoir si Éléonore pourra à nouveau manger comme tous les autres bébés et pouvoir aussi ne pas avoir de contraintes pour plus tard dans les cantines scolaires. Ah, c'est pas facile pour les parents. Alors, professeur Christophe Dupont, une fois le diagnostic d'APLV posé, le seul traitement, c'est de supprimer les protéines de lait de vache de l'alimentation, purement et simplement. Il n'y a pas de médicaments, on ne peut pas donner d'antihistaminiques. Il n'y a pas de médicaments. Donc, on peut donner des antihistaminiques si les enfants ont un prurite parce qu'ils peuvent avoir de l'eczéma en même temps. Mais sinon, non, c'est le régime d'élimination. Ça se fait à base de formules qui sont vendues dans l'industrie pharmaceutique. Vous en avez globalement 3. Vous avez ce qu'on appelle les hydrolysats de protéines. On prend des protéines du lait de vache, on les coupe en petits morceaux et on fabrique du lait avec ça. C'est toléré par à peu près 90% des enfants qui sont allergiques au lait. Vous avez des formules qui sont bien développées en France, en particulier les formules de riz, qui sont bien aussi parce que les protéines sont un peu hydrolysées et elles sont très bien tolérées dans la plupart des cas par les enfants qui sont allergiques aux protéines du lait de vache. Puis c'est un goût un peu végétal, plutôt mieux accepté que les formules à base de protéines du lait de vache. Qui sont plus amères, non? Qui sont plus amères, oui, parce que l'hydrolyse, enfin le découpage en petits morceaux libère des acides aminés un peu amers. Voilà. Alors on va quand même dire un petit mot de ce qu'on devrait appeler des jus, mais qui malheureusement s'appelle lait. Je pense au lait d'amande, lait de soja. Ça, c'est à proscrire. En tout cas, c'est pas suffisant. Non, vous avez tout ce qui est lait d'amande, lait de soja, lait de châtaigne et tout ça, ça s'appelle lait, mais nous on appelle ça des jus, parce que pour bien montrer que ce sont des jus et pas des laits, ils ne répondent pas aux normes de fabrication des formules infantiles adaptées aux enfants, premier âge, deuxième âge, et donc ils ne contiennent pas tous les nutriments qui sont nécessaires. Et donc, ils sont inadaptés. Et il y a eu des histoires terribles d'enfants qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas ce dont ils avaient besoin. Ouais. Oui. Ça, c'est terrible. D'accord. Le goût, par contre, je ne sais pas si vous avez testé, mais moi, mes enfants détestaient les laiteries et compagnie. Il y a une alternative à ce goût un petit peu dégueu, disons-le franchement, ou est-ce qu'on peut ajouter des céréales sans lait Le professeur disait que c'était pas mauvais, le laiterie. Après, c'est une histoire de goût, quoi. Oui, c'est particulier. Alors, vous avez les formules, on n'a pas eu le temps d'en parler, les formules dites d'acides aminés. D'accord. Des formules dans lesquelles il n'y a ni protéines du lait de vache, ni protéines de riz. Les acides aminés sont mis un par un. Et les fabricants font attention de ne pas mettre trop d'acides aminés amers, de telle sorte que le goût soit finalement pas mal. Voilà. Et puis, vous pouvez utiliser des produits. Moi, je conseille souvent l'utilisation de sirop de grenadine ou sirop de fraise. Vous voyez, on met ça à l'intérieur, ça sucre un peu, ça donne du goût. Nutritionnellement parlant, c'est peut-être pas idéal, mais en même temps, c'est des petits pois souvent. Donc c'est bien ce conseil-là, qui va un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on a entendu hier, notamment sur les yaourts, etc. Tout à coup, c'était le drame. Hélène, comment ça s'est passé, la diversification avec Com? J'imagine que c'était un petit peu compliqué. Est-ce que c'était aussi compliqué que pour les parents d'Éléonore, comme on a vu dans le reportage? Alors, c'était en effet un peu compliqué, d'autant qu'on n'a pas
tout le temps de préparer maison. Donc quand on achète des petits pots, il faut vraiment être très très vigilant sur les étiquetages et bien faire attention au fait qu'il n'y ait pas de lait. En plus, pour le coup, Com était allergique et au lait et au soja. Donc c'est ce qu'on appelle les allergies croisées. Donc il faut vraiment faire attention. Je croise les doigts pour le gluten, on va y arriver, on va voir ce que ça va donner. Mais vraiment être très vigilant lorsqu'on achète au supermarché, en tout cas sur les étiquetages, pour bien vérifier que ce ne soit pas problématique. Professeur Carole vous demande, est-ce qu'il y a un moment idéal pour commencer la diversification alimentaire chez un bébé qui souffre d'APLV? Ou est-ce qu'on fait au même moment que tous les bébés? Alors, d'une manière générale, la diversification alimentaire, les gens se disputent pas, mais enfin, il y a quelques discussions sur le sujet. Et on a, dans le cadre du comité de nutrition, nous établi des règles qui nous paraissent assez simples. Premièrement, il ne faut pas diversifier l'alimentation avant 4 mois, parce qu'elle a été montrée par des études scientifiques que si on diversifie avant 4 mois, il peut y avoir une augmentation du risque d'allergie. Et surtout pas diversifier après 6 mois non plus. Parce qu'après 6 mois, le lait de mère ne contient pas suffisamment de nutriments, notamment pas suffisamment de fer, et l'enfant peut être carencé. Donc il faut commencer entre 4 mois et 6 mois. Et entre 4 mois et 6 mois, la maman fait comme elle veut. Si elle veut allaiter son enfant jusqu'à 6 mois, il n'y a pas de problème. Si l'enfant attrape un morceau de pain et qu'il veut commencer à sucer ce morceau de pain, il ne faut pas l'empêcher non plus. Il faut avoir une certaine tranquillité. Voilà. Mais donc il n'y a pas de différence avec les enfants Et pour les enfants qui sont allergiques aux protéines du lait de vache, a priori, on peut commencer exactement de la même façon. La seule chose à laquelle il faut faire un peu attention, c'est que quelquefois, dans la majorité des cas, l'allergie aux protéines du lait de vache est isolée, donc il n'y a pas de problème, mais quelquefois elle est associée à d'autres allergies, comme par exemple s'il y a un eczéma, très souvent une allergie à l'œuf. Et dans ces conditions, avant d'introduire l'œuf dans l'alimentation, il faut aller voir l'allergologue pour faire des tests et être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Si Hélène avait totalement arrêté le lait de vache dans sa propre alimentation, elle aurait pu continuer à allaiter Com. Oui, selon toute vraisemblance. Et ce qui aurait été, évidemment, j'imagine, la meilleure solution, au final. Oui, absolument. Mais c'est la recommandation de départ, c'est quand une maman se rend compte que son enfant est allergique au lait, ou le pédiatre ou le médecin, si on peut continuer l'allaitement au sein, en arrêtant le lait chez la maman, c'est l'idéal. Et ça, votre pédiatre, vous l'avez pas dit du tout. Non. Après, c'est hyper contraignant aussi d'enlever toutes les protéines de lait de vache chez nous. Oui, mais enfin, du fromage. C'est contraignant, ça nécessite de faire attention. Nous, on donne aux mamans une supplémentation en calcium pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. En vitamine D également, on oublie souvent la vitamine D, mais comme on vit souvent couvert, on n'a pas suffisamment de vitamine D. Et puis, quelquefois, il y a des sensibilisations à d'autres aliments qui peuvent poser problème. Mais selon ce que vous racontez, a priori, oui, ça aurait été très bien. Dans le quotidien, Hélène, ça doit être compliqué, j'imagine. Vous disiez, il faut lire toutes les étiquettes, etc. Mais en plus, c'est plus cher, c'est lait, non? Le lait, effectivement, plus cher. Le lait que l'on a, c'est un lait à base d'acides aminés. C'est vraiment la formule qu'on a retenue pour Com, qui coûte autour des 48 €. Mais on a une prise en charge de la sécurité sociale. Mais c'est vrai que c'est une vraie... Et quand vous le mettez en collectivité, etc., du coup, il est à la crèche? Alors, nous, il est chez une assistante maternelle. Et pour le coup, elle aurait pu demander plus cher, puisqu'il est considéré comme un bébé, entre guillemets, difficile, ou en tout cas qui nécessite une approche particulière dans l'alimentation ou même dans la garde, puisque comme il a effectivement aussi un RGO, du coup il est aussi plus difficile que les autres enfants. Elle aurait pu demander un tarif supplémentaire, mais pour le coup on a trouvé une super nounou qui a été sympa. Qui comprend et qui a été sympa. Et pour l'école, ça vous inquiète ou vous êtes plutôt sereine? Pour l'école, ça m'inquiète. Après, effectivement, j'ai su qu'il y a de grandes chances que ça guérisse. Néanmoins, j'ai quand même en tête l'exemple, malheureusement, du petit enfant qui avait mangé une crêpe et qui est décédé. Donc c'est des choses qu'on garde en tête quand on est maman. Et pour le coup, j'espère que d'ici à son introduction en collectivité, à l'école ou même en crèche plus tard, le problème sera résolu. Ouais. Professeur, qu'est-ce qu'on met en place alors justement dans les collectivités, à l'école, à la crèche? C'est une disposition maintenant qui a un certain âge et qui est bien, c'est ce qu'on appelle le projet d'accueil individualisé. C'est un document qui est signé par le directeur de l'école, par le médecin, par les parents, dans lequel on met l'ensemble des symptômes qui peuvent apparaître, l'ensemble des aliments qu'il faut supprimer, en l'occurrence le lait de vache, et puis également tous les médicaments qu'il faut avoir en cas d'urgence. Dans ces médicaments, il y a notamment l'adrénaline qui se présente sous la forme d'un stylo auto-injectable. Et donc, il faut faire également l'ordonnance correspondant à ces médicaments, dont l'adrénaline. Alors, il y a des gens qui ont peur d'utiliser ça, certains enseignants ont peur d'utiliser ça, mais en pratique, ce qu'il faut, c'est avoir le stylo
proche de l'enfant, de telle sorte que lorsqu'on appelle le SAMU ou le médecin, il puisse avoir le médicament et l'administrer tout de suite. D'accord. Merci beaucoup, professeur Dupont. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui arrivent sur les réseaux. Si on peut vous garder, même si je sais que vous êtes très occupé, et pour un petit Facebook Live après l'émission, aux alentours de 10h20, si vous avez des questions à poser au professeur Dupont, il nous fait la grande amabilité de rester avec nous, avec vous, pour répondre aux questions. Ce sera aux alentours de 10h20. Donc, merci Hélène d'avoir participé à cette discussion. On embrasse très fort Com. Merci à Clémentine Suquet.